Les infections alimentaires, notamment les toxi-infections alimentaires collectives, sont des problèmes de santé publique. Elles touchent plusieurs communautés sur le continent et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Nous allons plonger au cœur de cette question cruciale qui a récemment mis en émoi plusieurs localités à l'intérieur du pays et fait réagir les autorités. Quelles en sont les causes? Pour quelles conséquences? Quels sont les moyens de prévenir ces infections? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois Dr Oulaye Tate Roger. Il est chef de service hygiène générale à l'Institut national d'hygiène publique. Quelle est la thématique de ce soir? Intoxication alimentaire. Quelle réalité en Côte d'Ivoire? Ça fait l'actualité. Dans ce reportage, F. Boué plante le décor. Niangban, village situé dans la sous-préfecture de Djebonnois, département de Bouaké. Une crise sanitaire sévit depuis le 17 septembre 2023. En cause, une intoxication alimentaire. Le bilan fait état de 71 victimes, dont 10 décès, suite à la consommation d'une bouillie de maïs. Les personnes décédées sont des enfants âgés de 1 à 13 ans. 4 d'entre eux sont issus de la famille de la vendeuse de bouillie. En réaction, les autorités sanitaires ont réalisé une inspection au domicile de la vendeuse. Sur place, elles font la découverte de la farine de maïs utilisée pour la préparation de la bouillie. Farine exposée à proximité des pots d'herbicides. Très vite, ces autorités sanitaires suspectent un épisode de TIAC, toxi-infection alimentaire collective. Face au drame, le gouvernement monte au créneau. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte un soutien matériel et financier aux victimes. Il saisit l'occasion pour sensibiliser sur la bonne utilisation des pesticides. Selon les autorités, on observe une recrudescence des épisodes de toxi-infection alimentaire collective. Ces TIAC surviennent surtout en milieu rural, nécessitant une investigation épidémiologique immédiate et une prompte riposte. L'INHP, Institut national de l'hygiène publique, a détecté depuis le début de l'année 2023 5 épisodes de TIAC. Yopougon en janvier, Anuassieu à Bengourou en février, Papekou, Gagnoa en mai, San Pedro en juillet, Niangban, Bouaké en septembre. Ces épisodes ont causé 131 cas, dont 32 décès, soit une létalité de 24,4%. Pour prévenir durablement ces intoxications alimentaires, le ministère de la Santé appelle à une sensibilisation multisectorielle. Cette action devrait impliquer les ministères de l'Agriculture, du Commerce et de la Sécurité. Bonsoir, Dr Oulaye Tate Roger. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à F. Boué pour avoir planté ce décor. Alors, quand vous regardez cet élément, quel est votre premier commentaire? Oui, notre premier commentaire, d'abord, nous tenons à définir ce que c'est qu'une toxi-infection alimentaire collective. Oui. Il s'agit de l'apparition d'au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie en général gastro-intestinale, oui, dont l'origine peut être une même alimentation. D'accord, mais est-ce que, au regard de ce qui a été partagé tout à l'heure avec F. Boué, est-ce que le décor est vraiment bien planté sur le sujet du jour? Oui, de mon point de vue, le décor est suffisamment planté. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut national d'hygiène publique et par ailleurs, vous êtes chef de service hygiène générale à l'INHP. Alors, docteur, pour bien comprendre justement ce sujet du jour, alors, comment on définit l'infection alimentaire avant d'arriver justement à la toxi-infection alimentaire? De façon très pratique pour ceux qui nous regardent, parce qu'aujourd'hui, nous faisons de la sensibilisation. Qu'est-ce qu'une infection alimentaire? De façon basique. De façon basique, oui, une infection alimentaire, c'est donc un aliment, oui, qui est consommé par un individu et cet aliment contient une substance toxique. D'accord. Et cette substance toxique peut être de 2 origines. La première origine, elle peut être d'origine biologique. Oui. C'est-à-dire que la substance toxique qui va se retrouver dans l'aliment provient d'un micro-organisme. Et ce microbe-là va sécréter cette substance toxique et lui conférer
son pouvoir pathogène. La deuxième origine, c'est que ça peut être une origine chimique. Oui. Donc c'est juste un élément chimique qui va se retrouver dans l'aliment et qui va constituer la substance toxique. Et lorsque cet aliment est ingéré, il va donc créer des désagréments au niveau de la santé de l'individu. Alors, on a compris votre définition et nous glissons sur la toxi-infection alimentaire. Que doit-on comprendre pour ceux qui nous regardent encore ce soir? D'accord. Donc, lorsque on parle de toxi-infection alimentaire, ça veut dire que l'aliment qui est consommé par l'individu a été contaminé par une substance toxique. Et donc, une fois à l'intérieur de l'intestin de l'individu, cette substance toxique-là va créer un dérèglement. Et donc, la personne va être mal en point avec des douleurs abdominales, il va présenter la fièvre ou pas, et donc il y a tout un prodrome qui se dégage et l'individu il est mal en point et ça peut aboutir à la mort. Ça peut aboutir à la mort. Ouais, voilà. Alors justement, on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'émoi autour et le gouvernement a réagi. Mais je voudrais savoir vraiment quels sont les agents pathogènes en réalité les plus courants qu'on rencontre en Côte d'Ivoire ou responsables de ces toxi-infections, tout en rappelant que la Côte d'Ivoire, en réalité, n'est pas le seul pays, malheureusement, qui soit touché. Alors, les éléments donc le plus courants responsables de ces toxi-infections alimentaires collectives, il faut le souligner. Donc, les éléments responsables des toxi-infections alimentaires collectives sont des deux ordres, comme je l'ai indiqué tantôt. Oui. Ça peut être des organismes vivants. Donc, la substance toxique qui va se retrouver dans l'aliment peut être d'origine biologique. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Et donc, si elle est d'origine biologique, cette substance toxique-là, elle a été sécrétée par un microbe. Et ce microbe-là va conférer son pouvoir pathogène à la substance toxique qui a été sécrétée. Et on a deux cas de figure. Tantôt, on parle d'intoxication alimentaire. Tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire que le pathogène, il est d'abord ingéré et il produit... Lorsqu'on mange... On va donc consommer le microbe et à l'intérieur de l'intestin, le microbe va libérer la substance toxique. Donc, on parle d'intoxication alimentaire. Et les germes qui sont en cause, généralement, il s'agit du Vibrio cholerae, c'est lui qui crée en général le choléra, et puis de E. coli, Escherichia coli. C'est-à-dire qui crée les diarrhées et les vomissements en général. Maintenant, on parle aussi d'intoxination alimentaire. Intoxination alimentaire, alors le microbe, il va sécréter la toxine, il va donc sécréter la substance toxique sur l'aliment qui n'est pas encore consommé. Donc, en consommant l'individu, lorsque l'individu va consommer l'aliment, il va donc ingérer la substance toxique et à l'intérieur de l'estomac, la substance toxique va donc dérégler l'organisme et l'individu va présenter des signes de maladie. Il faut vraiment faire dans les deux cas, que ce soit une intoxination alimentaire ou une intoxication alimentaire, dans les deux cas, on parle de toxi-infection alimentaire. Toxi-infection alimentaire. Voilà. Tout à l'heure, nous parlons... Oui, allez-y, parce que... Allez-y. On parle de toxi-infection alimentaire. Mais il ne faut pas oublier, j'ai donné les deux cas pour les substances vivantes, donc les microbes. Mais il peut s'agir aussi d'une substance chimique, tout simplement. Dans le cas des pesticides, qui peuvent se retrouver dans l'aliment. Et lorsque vous mangez l'aliment, vous avez les dérèglements de l'organisme. Il y a aussi les herbicides qui pourraient être responsables. Oui, les herbicides, les fongicides, tout cela font partie des groupes qu'on appelle les pesticides. Les pesticides. Voilà. Alors, docteur, dans une conférence de presse il y a une semaine, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, donc M. Charles Kofi Aka, il expliquait qu'il y avait une suspicion justement de toxi-infection alimentaire dans quelques localités il y a de cela une semaine. Aujourd'hui, quelle est la situation sanitaire de ces zones? Et rappelez-nous les zones dont il est question, ou les villes dont il est question récemment. Donc, les villes qui ont été récemment touchées sont les suivantes. Il y a Abidjan, à Yopougon, il y a eu un cas de toxi-infection alimentaire collective. Ensuite, il y a eu Bokankro, ça c'est à Bouaké.
Et il y a eu donc Niangban. Oui. Et le cas le plus récent, c'est à Miyagi. À Miyagi. Et à Miyagi. Alors, on a parlé justement d'un bilan lourd. Aujourd'hui, quelle est la situation? Elle est sous contrôle? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord. Effectivement, en termes de bilan, ces 5 épisodes de toxi-infection alimentaire ont occasionné 131 cas, dont 22 décès. Oui. Et donc, aujourd'hui, le dernier cas qui a eu lieu donc, à Miyagi, après ce dernier cas, ça fait plus de 10 jours que nous n'avons pas de cas de toxi-infection alimentaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des populations ou il y a une surveillance de votre institut? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que les toxi-infections alimentaires sont courantes, madame. Je vous explique quelque chose. Mais elles sont courantes, mais donc ce qui veut dire qu'on cohabite, on vit avec. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité justement de faire en sorte que par nos comportements, évidemment, on puisse juste éviter ces toxi-infections alimentaires collectives? Oui, pour les éviter, il faut d'abord faire attention à tout ce qu'on mange. D'accord. Il faut faire attention à tout ce qu'on mange. Et il faut penser à la conservation, le mode de conservation de nos aliments. Vous voyez, les microbes vont se multiplier lorsque l'aliment est conservé à l'air libre, généralement entre 10 degrés et 45 degrés. C'est la température ambiante. Et à cette température-là, il y a une multiplication des microbes. Et lorsque l'aliment est conservé en dessous de 4 degrés Celsius, c'est-à-dire dans un réfrigérateur, la multiplication microbienne est pratiquement impossible. Donc, c'est les bonnes conditions de conservation. La deuxième condition de conservation, c'est au-dessus de 63 degrés. Il faut conserver les aliments au-dessus de 63 degrés, c'est-à-dire au feu. Oui, mais on les conserve au feu, mais quand on fait de la cuisine, donc c'est au feu. Après, quand on mange, ce qui veut dire qu'on ne doit pas les laisser à l'air libre, il faut tout de suite mettre au frigo, au réfrigérateur. Automatiquement. Oui. Ça, je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui dans les différents ménages doivent pouvoir vraiment vous écouter. Parce que lorsque vous laissez l'aliment à l'air libre, entre 10 degrés Celsius et 45 degrés Celsius, c'est la température intéressante pour la multiplication microbienne. Alors, je prends une capacité. C'est pourquoi vous voyez souvent quand la sauce est gardée à l'air libre, elle n'a pas été gardée au réfrigérateur, le lendemain, on voit de la mousse au-dessus de la sauce. Et l'explication scientifique, c'est qu'il y a eu multiplication microbienne. Mais l'explication que donne la société, souvent, c'est quoi? C'est que celle ou celui qui a préparé la sauce, il a une mauvaise main. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est une multiplication microbienne qui a créé donc la mousse qui va apparaître sur la sauce. Alors, vous parlez justement de cette conservation de ce qui a été préparé, des aliments. Est-ce qu'il y a un contrôle régulier sur le plan sanitaire? Parce que dans les établissements de restauration et les industries alimentaires, comment cela se passe? Oui, il y a un contrôle régulier. L'Institut national d'hygiène publique a des équipes sur le terrain qui effectuent des contrôles régulièrement dans les établissements de restauration, aussi bien à Abidjan et partout à l'intérieur du pays. L'Institut national d'hygiène publique dispose de 30 antennes à l'intérieur qui couvrent tout le territoire national. Et donc, des contrôles sont faits dans les établissements de restauration. Est-ce que, justement, il y a les contrôles qui sont faits, comment ça se passe pour les alertes? On vous remonte les informations? Ou bien les personnes sont vraiment habilitées, bien outillées pour prendre en charge toutes les questions malheureusement qui pourraient être visibles, en tout cas, ou se passer sur le terrain? Comment ça se passe? Oui, les contrôles qui sont faits dans les établissements de restauration et les équipes qui font ces contrôles-là sont habilitées. Elles sont composées des techniciens supérieurs en hygiène et assainissement. Elles sont aussi composées des ingénieurs sanitaires. Et donc, lorsque les établissements de restauration disposent donc de tous les éléments nécessaires pour l'hygiène alimentaire, on leur délivre
des certificats de conformité aux règles d'hygiène. Certificat de conformité aux règles d'hygiène. Voilà. C'est bien cela. Oui. Alors, comment on comprend justement qu'il y a dans cet établissement, dans cet espace, on a retrouvé de la farine, vous allez me confirmer ou non, et des pesticides au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour qu'il y ait c'est une alchimie, mais nocive ou négative? D'accord. Et donc, pour le cas que vous dépeignez, oui. Il s'agit donc du cas de Niangban, oui. Et donc qui a occasionné la toxi-infection alimentaire collective. La farine qui devait servir ou du moins qui a servi à la cuisson de la bouillie consommée par la population était exposée lors de l'inspection donc qui a été consécutive à l'épisode du TIAC. La farine était exposée dans la même pièce que des bidons de pesticides. Mais, ça veut dire quoi? L'exposition à l'air libre, comment cela est-il possible, docteur? Non, c'est dans une pièce, c'est dans une chambre où la dame elle a exposé sa farine pour la faire sécher. D'accord. Et à proximité de cette farine, il y a des bouteilles de pesticides. Mais c'était fermé? Oui, les bouteilles sont fermées. Oui. Mais vous voyez, les pesticides sont des produits chimiques. Oui. À supposer que cette dame, en voulant faire éloigner ces bouteilles de pesticides, elle va toucher aux bouteilles de pesticides. Et après avoir touché, peut-être pour les éloigner, si elle n'a pas lavé la main et qu'elle touche à sa farine, ne serait-ce que pour la faire sécher ou bien pour éparpiller les grains, la contamination va avoir lieu. Alors, voilà. Je vous pose toutes ces questions parce qu'il est important que nous comprenions en réalité ce qui a pu se passer et dans les gestes, justement, que les uns et les autres... Donc, c'est l'hypothèse que je mets. Oui, il se peut que cette dame-là, étant donné que la farine était à proximité des bidons de pesticides, elle peut avoir touché les bidons de pesticides juste pour les ranger et immédiatement après, mettre la main dans la farine, ne serait-ce que pour remuer la farine, pour la faire sécher, pour écarter les grains. Et la contamination a déjà lieu. Et comme le produit chimique, lui, une fois qu'il est déposé sur le produit, sur l'aliment, mais vous allez faire bouillir l'aliment, les gens vont consommer, il va faire son effet. Donc même en le faisant bouillir, oui, le produit chimique, même si le fait bouillir, il reste nocif. Il reste nocif. Voilà, ce n'est pas un microproduit que la chaleur peut le tuer. Donc, la chaleur ne peut pas tuer le produit chimique. Voilà. Alors, docteur, justement... on a vu, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans la sensibilisation ou de l'information, en tout cas le suivi de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à ceux qui nous regardent justement en termes de bonnes pratiques? Oui. D'abord, effectivement, il y a plusieurs ministères qui sont concernés, notamment le ministère de l'Agriculture, puisque c'est au ministère de l'Agriculture qu'est logé le comité pesticides en Côte d'Ivoire ici. Et donc, il y a le ministère du Commerce, et il y a le ministère de la Santé. Donc, il faut donc fédérer donc, nos actions pour adresser cette question de l'utilisation des pesticides par la population. Tout à l'heure, vous avez vu dans le reportage, le journaliste nous a fait savoir que ces cas-là surviennent en général en milieu rural. Oui. Donc, effectivement, c'est en milieu rural qu'on a une forte utilisation des produits pesticides. Parce que ces produits sont utilisés dans l'agriculture. Faut-il changer d'approche? Mais non, je vais dire que c'est le lieu de prédilection de l'utilisation de ces pesticides. Mais il faut plutôt accroître la sensibilisation, faire comprendre à ces acteurs qui utilisent ces produits que ces produits sont dangereux, qu'il faut éviter d'utiliser les contenants, donc les pots vides, les boîtes vides de ces produits-là, pour en faire des ustensiles. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une réutilisation de ces produits. Elle est extrêmement dangereuse. Il faut donc éviter, proscrire la réutilisation des contenants de produits pesticides. C'est-à-dire que vous avez utilisé votre produit pesticide et vous prenez le bidon, vous dites je vais mettre mon bissap dedans, je vais mettre mon bangui dedans, ou bien je vais mettre de l'eau pour aller au champ. Il faut éviter ça. Il faut détruire le bidon après l'utilisation des produits pesticides. Mais est-ce que, justement, les agents qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils ont aussi un rôle au niveau de la sensibilisation? Parce que ce que vous dites ici sur le plateau de la RTI, est-ce que sur le terrain, ils communiquent les mêmes éléments à ceux qu'ils rencontrent? Comment ça se passe justement sur la sensibilisation sur le terrain? Oui, et ce que je suis en train de dire, les agents communiquent les mêmes éléments à ceux qu'ils rencontrent, mais sauf que la population n'a pas toujours la même perception du risque sanitaire. Oui, alors justement, le risque sanitaire,
Comment vous définissez justement le risque sanitaire? D'accord. Le risque, d'après le sociologue David Le Breton, le risque est socialement construit et dépend de la perception des acteurs, c'est-à-dire des significations et des valeurs mises en jeu dans leur compréhension des situations. Bon, concrètement, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous regardent à Méagui, qui nous regardent justement donc à l'intérieur du pays, Djebonnois, concrètement, ce que représente justement, comment vous définissez le risque sanitaire de façon très claire et simple? Voilà. Donc, le risque sanitaire, c'est donc la probabilité de la survenue d'un danger d'origine sanitaire. Ça veut dire quoi? Pour parler terre à terre, il faut que les individus intériorisent la notion du toxique. Pour dire que dans la vie de tous les jours, dans la manipulation des aliments, il peut avoir donc un toxique qui peut nuire à ma santé, qui peut nuire à la santé de ceux qui vont consommer l'aliment que je suis en train de manipuler. C'est ça la notion du risque sanitaire. Donc, vous appelez en fait une prise de conscience collective? Collective, voilà. Collective. Alors, est-ce que justement, parce que si on se retrouve encore, on a l'impression que justement que c'est tous les ans où on revient, il y a toujours cette situation. Il y a là, on a cité quelques cas sur le mois de septembre, et il y a eu à Abidjan et à l'intérieur du pays. Comment justement, de façon peut-être pas définitive, mais ce serait le souhait, on peut arriver justement à endiguer avec la sensibilisation, l'information, ce phénomène? Parce qu'il y a des morts. Vous avez parlé de 131 cas et 22 décès. 22 décès. Il y a des enfants parmi? Oui, ces décès sont en majorité des enfants. De quel âge à quel âge? Dont l'âge varie entre 3 ans et 15 ans. 3 ans et 15 ans. Donc ce sont des personnes vulnérables. Vulnérables, oui. Ce sont des personnes vulnérables. Justement, comment justement, en conjuguant, vous l'avez dit, vos efforts, tous les efforts des différents ministères, comment on réussit justement à faire en sorte qu'on ne soit plus, ou en tout cas, qu'on rencontre le moins possible ce genre de situation? Oui, à un premier niveau, il faut que la sensibilisation doit être accrue. Donc, il faut améliorer donc la sensibilisation en matière d'hygiène alimentaire. Il faut aussi les acteurs qui utilisent les produits pesticides. Il faut parler davantage des risques auxquels ils sont exposés si les produits pesticides ne sont pas bien utilisés. Voilà. Et on peut aller plus loin. Il faut socialiser les individus à la question du risque sanitaire. C'est-à-dire? Voilà. Les institutions de socialisation, il y a d'abord la famille. Il y a d'abord la famille. Comment, dans la famille, la socialisation s'est faite? Il y a la socialisation consciente et la socialisation inconsciente. Alors, consciente, inconsciente. Oui. On vous écoute. D'accord. Donc, la socialisation inconsciente, c'est que l'enfant, il va copier tout ce que le parent fait. Les parents constituent un modèle pour l'enfant. Et donc, dans cette socialisation inconsciente, il faut que les individus que nous sommes, nous faisons comprendre à notre entourage, notamment à nos enfants, qu'il y a la présence des toxiques dans nos activités de tous les jours, auxquelles il faut faire attention. Donc, il faut se laver les mains lorsqu'on touche à quelque chose qui est toxique. Avant de porter la main à la bouche, il faut la laver avec de l'eau et du savon. Voilà. Et donc, les enfants vont copier. Et la socialisation consciente, c'est donc l'éducation. L'éducation. Donc, les parents doivent pouvoir éduquer les enfants à la notion de risque sanitaire, pour que déjà les enfants intériorisent cette notion de risque sanitaire. Docteur Oulaye Taïté Roger, nous sommes au terme de cet entretien. Votre dernier message à ceux qui nous regardent ce soir pour justement les bonnes pratiques et un changement de comportement. D'accord. Mon dernier mot, c'est d'abord dire à la population que les toxi-infections alimentaires collectives ne sont pas dues à des envoûtements, ne sont pas dues à des sorts qui sont lancés. C'est bien des substances toxiques qui se retrouvent dans les aliments et qui entraînent des toxi-infections alimentaires collectives. Et donc, pour les éviter, il faut donc
intégrer dans nos comportements la notion de l'hygiène. Donc, c'est faire attention, se laver les mains avant de toucher à notre aliment, se laver les mains avant de manger. Pour ceux qui interviennent dans le domaine de la restauration, il faut savoir qu'une faute peut tuer beaucoup d'hommes. Donc, il faut donc être vigilant dans la cuisine. Il faut être propre, il faut se laver les mains, il faut choisir les denrées alimentaires les mieux conservées. Merci infiniment, Dr Oulaye Tate Roger, de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est moi qui vous remercie. La vigilance doit être toujours de mise sur le plan alimentaire et la sensibilisation doit être renforcée auprès des populations pour une riposte collective. Merci à toutes les équipes techniques, rédactionnelles qui ont permis la réalisation de ce numéro de Ça fait l'actualité. Excellente soirée, prenez soin de vous, à très bientôt. Bonsoir.